Rencontre d'échange entre les membres du Conseil électoral et ceux du Conseil économique et social. Au menu des échanges, les dispositions prises pour les législatives 2023 pacifiques et transparentes au Bénin. Vous suivrez le point dans cette édition. De nouveaux prix des produits pétroliers sont en vigueur pour compter de ce 20 avril 2022. Nous en parlerons également dans cette édition. Et puis en interactualité, le redéploiement de l'armée française au cœur d'un débat au Parlement au Niger, à l'heure où la France prépare le transfert du Mali au Niger d'une partie de l'opération Barkhane. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Speedline Télévision pour vous informer. Rencontre ce jeudi 21 avril 2022 entre les membres du Conseil électoral et ceux du Conseil économique et social. Au menu, les dispositions prises pour la législative 2023 transparente et pacifique au Bénin. C'était donc au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat, ceci en présence des conseillers des deux institutions, Romaric Dossard et Pierre Akako pour le reportage. Bientôt les élections législatives en République du Bénin. Le Conseil électoral pose déjà les jalons pour un scrutin transparent et apaisé. Sakalafia, président de l'institution, fait le point à mi-parcours aux conseillers du Conseil économique et social. De façon administrative, nous avons déjà rencontré un certain nombre de membres de la société civile pour discuter, surtout la société civile, les organisations de la société civile qui interviennent dans les élections. Et on en a rencontré près de 3 différentes pour leur faire le point et les rassurer. Même jusqu'à hier, nous avons rencontré l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des élections et installée à Dakar. On a pu les rassurer que les prochaines élections législatives de notre pays, qui sont les premières dans le cadre des réformes du système partisan, doivent se passer dans toute transparence et dans toute sincérité. Je peux vous rassurer que nous serons à jour, que les choses se passeront à temps, convaincus que le gouvernement nous accompagnera, convaincus que les autres institutions nous accompagneront pour conduire à bon port cette mission qui est la toute première de l'histoire de la Sénat. Bilan bien apprécié. Le président du Conseil économique et social, Tabek Bion, se dit très satisfait du mode opératoire de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Au nom des explications de ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire pour moi, pour nous, le nouveau mode de fonctionnement de la Sénat est en bonne marche. Et il s'agit de l'occasion pour rassurer les Béninoises et les Béninois que nous connaîtrons des élections transparentes et bien apaisées. Monsieur le Président, je n'ai plus de choses à dire que de vous féliciter et vous dire de tenir bon. J'ai vu tout est dans la bonne conformité et Inch'Allah, bon courage à vous. Les acteurs impliqués se disent donc déterminés et engagés pour que les élections législatives de 2023 se déroulent sans anicroche. Le Conseil des ministres de ce mercredi 20 avril 2022 s'est tenu sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. Au terme de ce conclave hebdomadaire des membres du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles les conditions d'acquisition des logements sociaux construits par le gouvernement du président Patrice Talon. Précision avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongwedji. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 20 avril 2022,
à l'issue duquel les décisions ci-après ont été prises. Le Conseil a approuvé les 10 critères qui varient selon le type de logement. S'agissant des logements sociaux, il est à rappeler que l'État a pris en charge les coûts liés à la viabilisation intégrale des lieux ainsi que l'acquisition des domaines. L'option retenue pour leur commercialisation est la location-accession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. En ce qui concerne les logements économiques, la durée de la location-accession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. Il est à souligner que les modèles de logement, aussi bien sociaux qu'économiques, sont de type F4, les prix variant selon le niveau de confort, la surface bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. Un comité d'attribution des logements sera constitué et placé sous l'autorité du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, qui veillera à l'opérationnalisation de la phase commerciale du programme de construction de logements conformément aux orientations du Conseil. Régularisation de la situation administrative des agents de l'État, régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage. Les agents concernés sont au nombre de 250, répartis dans 22 ministères et 6 institutions de la République qui attendent les décisions de retour de stage et les actes administratifs subséquents pour leur reclassement. La régularisation de leur situation entraînera, pour ceux d'entre eux qui y sont éligibles, la possibilité d'occuper des postes de responsabilité en lien avec leur nouvelle qualification professionnelle. Le Conseil a donc marqué son accord pour la délivrance des actes en attente au profit de ces agents et autorisé l'examen par la commission compétente des dossiers de mise en stage de ceux des agents ayant démarré les formations avant le 7 janvier 2020, date de suspension des travaux de la dite commission. En point 5, appui financier ponctuel du gouvernement aux étudiants béninois boursiers en formation en Fédération de Russie. Ces étudiants reçoivent ordinairement, dans le cadre de la coopération avec la Russie, des frais symboliques de subsistance couvrant notamment le transport et la restauration. Mais la situation de crise créée par la guerre en Ukraine a occasionné la non-perception de cette allocation, contraignant certains d'entre eux à s'absenter des cours, voire à les abandonner, en vue de la recherche de solutions palliatives, compromettant ainsi leurs études. À cela s'ajoute l'impossibilité de bénéficier de transferts d'argent en raison des sanctions contre la Russie. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour leur octroyer une subvention ponctuelle qui éviterait aux bénéficiaires toute situation de précarité. Je l'annonçais également en titre, de nouveaux prix des produits pétroliers sont en vigueur depuis quelques jours donc, au Bénin. C'est à compter de ce 20 avril 2022. Il s'observe une hausse et on le sait désormais justifiée par la situation qui sévit dans le monde entier et du fait également du conflit russo-ukrainien. L'on se demandait d'ailleurs si le gouvernement avait vu juste en décidant de bloquer le prix du gasoil jusqu'au 30 juin. Détail avec la ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin, Alimatou Sadia Assouba. Vous savez, en période de crise, l'instinct de tout gouvernement, c'est la protection de sa population. Et c'est ce que le gouvernement béninois a fait. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le gouvernement avait effectivement décidé, en sa séance du 23 mars en Conseil des ministres, de maintenir le prix du gasoil à 600 francs le litre à la pompe pendant 3 mois à compter de avril 2022. Mais au moment où nous prenions cette décision, le prix réel du gasoil était déjà de 795 francs par litre pour une session à la pompe à 600 francs. Donc soit déjà une subvention de 195 francs par litre. Mais depuis lors, le conflit perdurant, la situation s'est dégradée. Et de ce fait, à la date d'aujourd'hui, la hausse exponentielle des prix du gasoil sur le marché international, je vous parle de plus de 30%, 35% précisément pour le gasoil, induit un prix réel à la pompe à 1020 francs le prix. Je vous dis bien 1020 francs le litre.
Ces prix de plus en plus prohibitifs pourraient, si rien n'est fait, conduire à une pénurie sur notre marché, car la tension sur le marché international fait que les importateurs s'approvisionnent difficilement et doivent payer de plus en plus cher. Pour un coût d'approvisionnement donc par tonne qui était à 80 francs, aujourd'hui nous sommes à plus de 250 francs sur le gasoil. Face à cette situation, nous avons donc entrepris beaucoup de séances de travail avec les opérateurs du secteur pour leur permettre de continuer à approvisionner le pays. Donc, ce qui nous a conduit à une revue des prix. Donc, le gasoil qui devait être à 600 sera cédé à la pompe aujourd'hui à 668 francs. L'essence, certes, est maintenue à 600 francs, mais le gaz domestique passera à 795 francs et le pétrole à 851. Il faut rappeler que le gaz n'a jamais été cédé sans subvention. Le gaz a toujours été subventionné. Malgré cette augmentation que nous allons observer, le gaz a toujours été subventionné. Ces prix que je viens d'annoncer tantôt, c'est des prix qui bénéficient d'une subvention globale de 11 milliards, soit donc l'essence à 252 francs par litre, le pétrole à 20 francs, mais le gasoil à 352 francs par litre et le gaz à 17 francs. Rapporté à nos quantités habituellement consommées, je vous dis que mensuellement, ça fait une subvention de 11 milliards sur tous les produits pétroliers et 9,5 milliards rien que sur le gasoil. C'est vrai que ces chiffres donnent le tournis et il est important que nous puissions communiquer cette transparence aux populations. Pourquoi? Parce que nous avons peu de visibilité sur le mois de mai. Nous savons qu'aujourd'hui, nous parlons de prix en croisant très fort les doigts pour ne pas avoir à parler de disponibilité à compter du 1er mai. Puisque quand on entend l'actualité, ce qui se passe autour de nous, l'absence de kérosène qui peut bloquer un aéroport, c'est le cas aujourd'hui du Sénégal. Ce n'est pas une question de coût, c'est une question de disponibilité. Le voisin au Nigeria, il faudrait faire des nuits, passer des nuits pour pouvoir s'approvisionner en gasoil. Donc, nous prenons toutes les dispositions avec les acteurs du secteur pour pouvoir être donc approvisionnés. C'est vrai qu'il va falloir payer un peu plus cher, mais aujourd'hui, notre combat, c'est déjà donc de mettre le produit à la disposition donc, des consommateurs. L'interactualité, et c'est le Niger qui nous accueille, le déploiement de l'armée française au cœur d'un débat au Parlement à l'heure où la France prépare le transfert de Mali au Niger d'une partie de l'opération Barkhane. Les députés nigériens débattront ce vendredi 22 avril 2022. Le résultat du vote laisse peu de place au doute. Le parti au pouvoir du président Mohamed Bazoum disposant d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Alors que des organisations non gouvernementales locales ont dénoncé la présence de forces étrangères au Niger, les députés débattront vendredi de leur intervention dans le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D'après un document soumis aux députés, le Niger est pratiquement encerclé par des groupes terroristes. Le pays peine à contenir la menace qui règne aux abords de ses frontières. Le bilan économique et humain s'alourdit. Une source gouvernementale appelle à un engagement commun des gouvernements nigériens et d'autres nations pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le cadre des coopérations bilatérales ou multilatérales existantes ou futures. La volonté du gouvernement nigérien que l'engagement des forces étrangères s'accroît est fortement liée au départ des forces françaises du nord du Mali. Assoumi Massoudou, ministre nigérien des Affaires étrangères, a déclaré que le pays s'attendait à une plus grande pression des terroristes sur le Niger depuis ce retrait. Dans un communiqué, les partis d'opposition ont estimé que la démarche du gouvernement vise à contourner l'obligation de communiquer aux députés nationaux les textes relatifs aux accords de défense et de sécurité, et ce au titre de la régularisation et du redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Le parti au pouvoir du président Mohamed Bazoum disposant d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. La production pétrolière, source principale de revenus en Libye, est de nouveau otage de divisions politiques avec une vague de fermeture forcée
de sites pétroliers, conséquence de l'affrontement entre deux gouvernements rivaux. La Compagnie nationale de pétrole NOC a annoncé ces derniers jours l'arrêt des opérations dans deux importants terminaux pétroliers et la fermeture de plusieurs champs. Reportage. En Libye, la compagnie de pétrole a annoncé l'arrêt des opérations dans deux importants terminaux pétroliers et la fermeture de plusieurs champs, ce qui a entraîné des pertes de plus de 600 000 barils par jour, soit plus de la moitié de la production quotidienne du pays. Derrière ce blocage des champs pétroliers, le camp du Premier ministre élu en février dernier par le Parlement siégeant dans l'est de la Libye, Fathi Bashagha. En instituant ce blocus pétrolier, le camp du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar veut accroître la pression occidentale sur le Premier ministre Abdelhamid Bedda pour qu'il remette le pouvoir. Mais ce dernier a réaffirmé mardi qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement élu, appelant le procureur général à ouvrir une enquête sur les blocages pétroliers. Ces turbulences surviennent au moment où les prix du pétrole et du gaz flambent sous l'impact du conflit en Ukraine. Les risques que la crise actuelle en Libye débouche sur un nouveau conflit armé semblent réels. En 2020, Khalifa Haftar avait déjà instauré un blocus pétrolier, mais il avait dû y renoncer après l'échec de sa tentative à prendre la capitale Tripoli. Et direction la France à présent au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a obtenu 22% des voix, rassemblant ainsi une grande partie de l'électorat de la gauche. Ce résultat a donné lieu à un ascenseur émotionnel pour ces électeurs et partisans et qui ont espéré jusqu'au bout. Dimanche 24 avril, ils auront à faire un choix. Et s'ils décident d'aller voter, quels bulletins glisseront-ils dans les urnes? Reportage. Que vont faire les partisans de Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle? La réponse sera déterminante dimanche. En Seine-Saint-Denis, département pauvre de la région parisienne, un électeur sur deux a voté pour le candidat de gauche au premier tour et les citoyens sont aujourd'hui partagés. C'est un second tour qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait pas. Ça fait plusieurs élections qu'on n'a pas le choix au second tour. C'est le choix le moins pire, on va dire. J'irai pas voter ni pour la droite ni pour l'extrême droite. Selon un dernier sondage, plus d'un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon comptent voter pour le président sortant, mais près de la moitié refusent de se prononcer. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, explique la position de son parti. On fait plus que notre part en disant pas une voix pour Mme Le Pen, en conseillant aussi d'aller voter, ce qui veut dire qu'on conseille plutôt d'aller voter plutôt que de s'abstenir. À partir de là, c'est peut-être à M. Macron de se débrouiller pour convaincre que Mme Le Pen est pire que lui. Jean-Luc Mélenchon, contrairement à plusieurs candidats battus, a refusé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Il a rassemblé autour de sa candidature plus de 7 millions de Français et son parti compte bien capitaliser dessus en vue des législatives de juin. Une majorité de l'Union populaire, y compris avec des partis qui n'étaient pas avec nous au présidentiel mais qui peuvent cette fois-ci rejoindre notre programme. Je crois que ça, c'est de nature à essayer déjà de continuer à mobiliser l'électorat et pourquoi pas de l'augmenter. Cette perspective d'une cohabitation entre la France insoumise et le futur président, cet expert n'y croit pas. Mais la stratégie pourrait, selon lui, peser sur la fin de la présidentielle. Les élections législatives, c'est tout simplement une validation du résultat du second tour de l'élection présidentielle. Après, effectivement, ça peut avoir un impact pour la mobilisation de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, en le poussant peut-être à ne pas choisir, à s'abstenir. Les instituts de sondage s'attendent à une participation autour de 71%, en baisse par rapport au second tour de 2017. Dernière ligne droite de cette élection présidentielle à compter de ce vendredi minuit. Le silence électoral sera appliqué en France pour laisser un jour de calme aux électeurs avant de faire leur choix dimanche. Cyril Fourneris, Euronews, Paris. Restons toujours en France, l'Europe stop ou encore, c'est un des clivages centraux du duel présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La première veut progressivement remplacer l'Union européenne par une alliance des nations. Et quant au second, il appelle à la souveraineté et l'autonomie européenne. Reportage. Ce sont deux projets diamétralement opposés sur l'Union européenne qui s'affrontent au deuxième tour de l'élection présidentielle française. Il y avait lors du débat de mercredi soir, d'un côté, une vision pro-européenne défendue par le président sortant Emmanuel Macron
et de l'autre un programme souverainiste avancé par Marine Le Pen. La candidate d'extrême droite accuse son adversaire de vouloir poursuivre l'intégration entre les États membres aux dépens des intérêts français. Il a essayé de défendre ce qu'il a commencé à faire au niveau européen, à savoir aller de l'avant sur tout ce qui est l'Europe des vaccins, l'Europe de la solidarité, et donc d'avoir une mutualisation des dettes. Il a promis certaines réformes aussi, mais lui, c'est vers plus d'intégration, là où ça fait sens, notamment sur l'écologie. Pour la candidate d'extrême droite, il n'est plus question d'une sortie de l'Union et de l'euro. Toutefois, elle veut réintroduire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Elle souhaite revenir sur la libre circulation des travailleurs et favoriser une préférence nationale pour accéder au marché du travail et aux allocations. Marine Le Pen veut aussi consacrer la primauté du droit national sur le droit européen. Pour Emmanuel Macron, le programme de Marine Le Pen équivaut à une exclusion de la France de l'Union européenne. C'est en soi un Frexit qui n'ose pas dire son nom, puisque une série de propositions qu'il y a dans son programme nécessite soit de sortir de l'Union européenne, soit d'avoir une refonte complète des traités européens, et donc n'est pas compatible avec l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc de facto, même si elle n'ose pas le dire, ce qu'elle propose, c'est, si elle veut mettre son programme en place, une sortie de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Dans ce contexte politique, toutes les capitales européennes vont regarder dimanche de très près ce deuxième tour qui fait figure de référendum sur l'Union. Direction l'Ukraine à présent, et parlant de la guerre en Ukraine, il reste toujours une poche d'irréductible combat ukrainien à Mariupol, assiégé par l'armée russe depuis quelques mois. Ville portuaire stratégique pour les ambitions de Vladimir Poutine de relier la Crimée annexée aux régions séparatistes du Donbass. Elle est quasiment tombée dans les mains de l'agresseur. Reportage. Mariupol, 450 000 habitants avant la guerre, est désormais en ruine et sous contrôle russe. C'est ce qu'affirme Vladimir Poutine, qui revendique la libération de ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine, objectif majeur de la Russie depuis le début de son offensive. Dernière poche de résistance, le gigantesque complexe métallurgique d'Azovstal. Les derniers soldats ukrainiens y sont retranchés avec plusieurs centaines de civils. La ville était, est et restera ukrainienne, parce qu'aujourd'hui nos courageux guerriers, nos héros défendent notre ville autant que possible, donc peu importe les déclarations qui sont faites en Russie, la ville est et sera ukrainienne. Face aux caméras, le président russe demande à son ministre de la Défense de renoncer à donner l'assaut sur le site, mais de continuer à l'assiéger. Les kilomètres de galeries souterraines pourraient être synonymes de lourdes pertes pour les soldats russes. L'opération se poursuit conformément au plan. Mariupol, qui est devenu une plaque tournante des formations nationalistes, a été libérée. Il y avait et il y a toujours une possibilité pour les troupes ukrainiennes de déposer les armes et de sortir par des couloirs établis. Des civils ont réussi à quitter Mariupol ce jeudi. 3 bus sont arrivés à Zaporijjia, grande ville du sud-est de l'Ukraine. À leur bord, des femmes et des enfants acheminés à travers des territoires sous contrôle russe grâce à l'ouverture d'un couloir humanitaire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Prenez soin de vous et des autres également.